Au Nigeria, la population dénonce l'inaction et l'impuissance de leurs autorités face au phénomène Boko Haram qui continue de décimer le nord-est du pays. Vous aurez leur réaction dans ce journal. C'est décidé, l'un des chefs de la rébellion ougandaise LRA, Dominique Ongwen, qui s'est rendu la semaine dernière aux soldats américains en Centrafrique, sera livré à la Cour pénale internationale. Et puis la sélection algérienne de football espère revenir sur le devant de la scène continentale, mais les Fennecs ont hérité d'un groupe C compliqué qui pourrait bien briser leurs rêves. Bonjour à tous et merci de prendre ce rendez-vous de l'information sur Sika. Le groupe islamiste nigérian Boko Haram qui a proclamé un califat dans les zones où sous son contrôle dans le nord-est du Nigeria menace les frontières du Niger, du Tchad et du Cameroun où l'armée a repoussé lundi une attaque des djihadistes. Mais une semaine plus tôt, les insurgés islamistes ont attaqué Baga, un grand carrefour commercial régional situé dans l'extrême nord-est du Nigeria. Ils ont pris la ville et l'importante base militaire qui s'y trouvait. Mais que pense la population nigériane de l'impuissance de leurs autorités à faire face à ce phénomène? Voici quelques réactions. Boko Haram à Baga, c'est un problème pour le pays. Et je pense que les gens qui les soutiennent veulent mettre un terme à une nation de paix. C'est ça le problème. Boko Haram est une secte. Le problème est une secte. Le Nigeria est un très grand pays et on a besoin d'une main forte pour diriger cette nation. Donc je pense que Goodluck Jonathan devrait démissionner et laisser quelqu'un d'autre reprendre les affaires et faire quelque chose pour le Nigeria. C'est un pays pacifique et nous avons besoin de paix dans ce pays. Un bon président doit protéger son peuple, se lever pour son peuple, aider son peuple, être là pour son peuple et agir au nom de son peuple. C'est pourquoi nous avons voté pour lui, pour qu'il se lève pour nous. Mais il n'a rien fait dans ce domaine. Il a laissé les choses en l'état et rien ne va. Je ne pense pas que nous ayons une sécurité au Nigeria. Elle est très mauvaise. Quand ils parlent du Nigeria, ils disent le géant de l'Afrique. Je ne vois pas de géant au Nigeria. Ici et là, on entend parler de Boko Haram. C'est ainsi que nous sommes un géant de l'Afrique. Regardez le Ghana par exemple. Ils vivent en paix. Il n'y a pas de problème. Et bien évidemment, l'insurrection du groupe islamiste armé Boko Haram ne manque pas d'avoir des impacts négatifs sur l'économie et le mode de vie des localités menacées. À Maroua, la capitale de la région de l'extrême nord du Cameroun, les exactions du groupe islamiste nigérian Boko Haram ont bouleversé le quotidien des habitants. Reportage. Maroua, à l'extrême nord du Cameroun, à quelques dizaines de kilomètres d'ici, les insurgés islamistes de Boko Haram sévissent le long de la frontière avec le Nigeria. Malgré le déploiement de l'armée camerounaise dans la région, l'insécurité règne, les habitants ont peur. Je ne me sens pas bien. Depuis les Boko Haram ils ont commencé, si ça veut dire je ne me sens pas bien. Et je ne me sens pas à l'aise aussi. J'ai trouvé que mon pays est très serré. Sur le marché, c'est la même inquiétude. Les échanges commerciaux entre le Nigeria sont interrompus à cause de la fermeture des frontières. Mil, maïs, arachides, les denrées s'entassent, faute de clients. Depuis qu'il y a ces événements, le commerce ne marche plus. Les Nigérians ne viennent plus acheter les aliments chez nous. On n'a plus de rendement. On vit difficilement. Nos produits restent stockés là. Importé du Nigeria, le carburant de contrebande appelé ici le zoizois, essentiel pour les motos, n'est plus livré. Conséquence, les deux roues prennent d'assaut les stations-service, entraînant des pénuries qui durent parfois plusieurs jours. Avant, on s'en sortait bien, on faisait des bénéfices. Mais depuis que la frontière a fermé, nous sommes privés de carburant. Mais c'est le tourisme qui reste le plus touché par la crise. Maroua est sur la route des parcs nationaux qui attirent de nombreux touristes pour des safaris. Mais la crainte d'enlèvement ou d'attaque de Boko Haram dissuade les étrangers de venir. On dit l'extrême nord est en zone rouge. Aujourd'hui on dit jaunâtre ou rose, on ne sait pas. Donc il faudra que les ambassades nous aident à pouvoir faire venir les gens. Sans des étrangers, notre économie est en baisse.
Une économie en baisse qui ne fait que renforcer le sentiment d'abandon dans cette région où le taux de pauvreté dépasse les 65%. Tous les projets de développement ont été gelés en raison de l'insécurité. En mai dernier, 10 ouvriers chinois avaient été enlevés. Une information en bref à présent. L'un des principaux chefs de la rébellion ougandaise LRA, Dominique Ongwen, qui s'est rendu la semaine dernière aux soldats américains en Centrafrique, sera livré à la Cour pénale internationale. L'annonce a été faite par l'armée ougandaise hier mardi. Dominique Ongwen s'est rendu la semaine dernière aux forces spéciales américaines présentes en Centrafrique pour traquer l'armée de résistance du Seigneur. Il est recherché par la CPI, notamment pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et esclavage d'enfants. Toute la semaine dernière, des discussions ont eu lieu entre l'Ouganda et les États-Unis pour déterminer le sort du rebelle. Le ministre ougandais de la Défense avait un temps affirmé qu'il serait livré à Kampala avant de revenir sur ses déclarations. Ongwen, l'un des derniers commandants de la LRA encore en fuite, sera finalement envoyé directement de Centrafrique à la Cour pénale internationale. Au Mozambique, 69 personnes sont mortes à Chitima, ville située au nord-ouest du pays, pour intoxication après avoir bu une bière traditionnelle. L'information a été rapportée ce lundi par la radio nationale, alors que les autorités craignent de nouvelles victimes parmi les 35 autres personnes qui restent sous surveillance. Les détails. Les victimes revenaient d'un enterrement vendredi dernier lorsqu'elles ont bu la boisson incriminée, une bière artisanale fabriquée à partir de sang de mil ou de sorgho. Parmi les victimes figure la femme qui a brassé cette bière traditionnelle appelée fombé, ainsi que plusieurs membres de sa famille, ce qui rend difficile de connaître sa composition exacte. Selon Carla Mossé, directrice de la santé pour la province de Tété, la cause de l'intoxication ne peut être confirmée pour l'instant. Nous attendons à tout moment les résultats de ces tests pour pouvoir identifier le type de produit introduit dans la bière, a-t-elle déclaré ce lundi à la radio nationale. Elle a néanmoins précisé que des échantillons de la boisson incriminée, de sang, d'urine et de liquide gastrique ont été envoyés à l'hôpital central de Maputo pour être analysés. Alors que certains médias spéculent sur la présence de bile de crocodile, un poison très puissant, une brigade de la police criminelle travaille aux côtés des équipes de santé depuis samedi pour tenter d'élucider l'origine de l'empoisonnement, a indiqué Xavier Tokole, commandant de la police de Tété. Les victimes ont commencé à être enterrées depuis dimanche dernier, car la morgue locale surchargée ne peut conserver autant de corps. Le gouvernement mozambicain a décrété 3 jours de deuil national face à l'ampleur de la tragédie. Expérimentation d'un nouveau traitement contre le virus Ebola. Un centre de Médecins sans frontières au Libéria abrite l'opération depuis le 2 janvier dernier. L'ONG espère qu'au moins 100 volontaires prendront part à ce nouveau traitement. Les images. Pour la deuxième fois depuis l'émergence du virus Ebola, un traitement est administré à titre expérimental à des malades. Des essais cliniques d'un nouveau traitement d'Ebola ont démarré dans une unité de soins dirigée par l'ONG Médecins sans frontières dans la capitale libérienne Monrovia. L'essai clinique d'un possible traitement pour Ebola qui a commencé à Elwa vise à déterminer la tolérance et l'efficacité contre Ebola du bronchidoforvir, un antiviral. Médecins sans frontières espèrent que le traitement augmentera les chances de survie des patients, ce qui pour l'instant n'est pas démontré. Tous les nouveaux patients dont les tests sanguins confirmeront une infection par le virus Ebola pourront être inclus dans l'essai après l'obtention d'un consentement éclairé. Ceux qui ne souhaiteront pas participer à l'essai vont recevoir les mêmes soins, mais pas le médicament à l'étude. Les patients qui viennent à Elwa 3 sont contrôlés par nos collègues de MSF. On leur fait des tests sanguins et s'il apparaît qu'ils sont infectés par le virus Ebola, ils ont l'opportunité de participer à l'essai clinique. C'est entièrement sur une base volontaire. S'ils ne veulent pas participer, ils reçoivent les soins classiques, des fluides par perfusion ou par voie orale et des antidouleurs dont ils ont besoin. Des choses qui aident contre la fièvre, la maladie, la diarrhée et évidemment contre la grippe. S'ils décident de participer, ils reçoivent en plus le traitement. L'efficacité du médicament sera évaluée en comparant l'évolution de l'état de santé des patients avec celle des patients pris en charge ces derniers mois à Elwa 3. Nous conduisons l'essai clinique de manière à ce qu'à chaque fois qu'un patient termine l'essai clinique,
On examine les résultats. Le plus important, c'est de déterminer si la survie est plus importante avec le traitement ou la même qu'avec les soins classiques. D'après le coordinateur de Médecins sans frontières au Libéria, une fois que l'efficacité du nouveau traitement sera prouvée, il sera distribué dans les autres unités de traitement dans le pays. Ceci conformément à des recommandations de l'Université d'Oxford et des concertations avec le gouvernement libérien. Le dernier rapport de l'OMS estime le nombre de décès par le virus Ebola à 8 235 sur un total de 20 747 personnes atteintes. Du sport, avant de mettre un terme à cette édition, la sélection algérienne de football avec à sa tête le technicien français Christian Gourcuff espère revenir sur le devant de la scène continentale après son beau parcours en Coupe du Monde. Mais les Fennecs sont tombés dans un groupe C compliqué avec l'Afrique du Sud, le Ghana et le Sénégal. Au reportage. Pour son premier grand rendez-vous à la tête de la sélection algérienne, le Français Christian Gourcuff devra satisfaire les attentes de tout un peuple qui vibre encore au souvenir d'un huitième de finale épique contre l'Allemagne lors de la dernière Coupe du Monde. Mais dans le groupe C, très relevé, considéré comme le groupe de la mort, les Fennecs affronteront successivement l'Afrique du Sud, le Ghana et le Sénégal. C'est trois adversaires de qualité où on a, dès le tirage au sort, on a su qu'on était dans le groupe, un groupe très très difficile. Voilà, il faut accepter le tirage au sort. 18e au classement FIFA, l'Algérie s'est qualifiée sans problème pour la compétition, avec 5 victoires en 6 matchs. Absent lors de la CAN 2012, éliminée avec un seul point en phase de poule lors de l'édition 2013, elle fait 7 fois figure de favori. Un statut compliqué à gérer. Être favori, c'est toujours difficile, surtout dans une Coupe d'Afrique, parce que tu peux rien prévoir. Maintenant, moi je vais en Guinée, tout sera différent, tout sera compliqué. Ce ne sera pas les mêmes conditions. Est-ce que le terrain sera bon? Est-ce qu'il fera chaud? Donc tout ça va changer la donne. Quelles que soient les conditions de jeu, l'Algérie pourra compter sur ses stars du milieu de terrain, Yassine Brahimi et Sofiane Feghouli. Et sur son gardien, Raïs Mboli, qui s'est révélé au Brésil. Les Algériens rêvent tous de reconquérir le trophée africain, 25 ans après le Renick Sacre en 1990. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur SICA.